Léa Salamé, votre invitée ce matin, est députée NUP LFI de la Somme. Et bonjour François Ruffin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler dans un instant de la déclaration de la soirée, celle d'Emmanuel Macron qui se dit pour la première fois favorable à une contribution exceptionnelle des entreprises énergétiques qui font de gros bénéfices depuis la guerre d'Ukraine. Vous allez nous dire si vous saluez ou pas cette proposition du président de la République. Mais d'abord, un mot sur votre nouveau livre, parce que vous êtes là ce matin pour ce nouveau livre. Je vous écris du front de la Somme, qui paraît aux éditions des Liens qui libèrent. Un essai politique, mais aussi très personnel, comme toujours avec vous. Le Front de la Somme, c'est le Front national. Vous essayez de trouver une réponse à la question qui vous taraude, à la question qui vous obsède, François Ruffin, depuis toujours. Pourquoi la gauche n'arrive pas à reconquérir l'électorat populaire qui bascule chaque élection un peu plus vers le Rassemblement national? Et on l'a vu aux dernières élections. 89 députés RN à l'Assemblée, c'est du jamais vu. Et sur les 17 députés de vos terres du Nord, eh bien 8 viennent du Rassemblement national. Alors pourquoi vous n'arrivez pas? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi lors de la dernière présidentielle, puisque vous le dites, n'a pas réussi à attirer les fâchés, pas fachos, comme vous dites? La première chose, et je voudrais m'adresser avec gravité à la gauche, c'est de se demander si elle le veut. Si elle veut reconquérir cet électorat populaire de la France des Gilets jaunes, de la France des ronds-points, des France périphériques. Est-ce qu'on a la volonté de le faire? Et si on se dit ensemble qu'on a la volonté de le faire, ensuite, c'est quels sont les mots d'ordre qui doivent être les nôtres, comment on mène cette priorité. Vous avez un doute sur... Oui, j'ai plus qu'un doute. J'affirme que oui, aujourd'hui, j'ai plus qu'un doute. Quand on voit le score réalisé dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie par le Rassemblement national, chez moi, en Picardie, c'est 8 députés sur 17, c'est presque la majorité. Dans le Pas-de-Calais, c'est 6 sur 12. On est dans des terres là, qui ont été le creuset du socialisme et du communisme pendant un siècle. Et j'entends parfois que ce sont finalement des territoires qui n'ont jamais accepté la démocratie et la République, donc ça serait presque naturel qu'ils se tourneraient vers le Rassemblement national. Pour moi, j'entends un certain nombre de signes qui sont des signes d'abandon. Vous avez l'impression que la gauche a lâché l'affaire, en gros Je le crains. Et je viens faire un livre pour dire que je crains ça et que je ne veux pas ça. Moi, je me sens le devoir moral de ne pas lâcher ça. Parce que j'y suis depuis 23 ans. Je veux dire, quel que soit le bulletin de vote que mettront dans l'urne les anciens Goodyear et les anciens Whirlpool, je serai avec eux. Donc, il y a chez moi un devoir moral, mais je comprends très bien que ça ne soit pas aussi tripal chez tout le monde. En revanche, je pense qu'il y a pour nous tous, pour la gauche, un devoir politique. On ne va pas réussir à être majoritaire dans ce pays sans obtenir une partie de ça. Sans retrouver une assise, au moins dans un certain nombre d'actions. Vous n'arriverez pas au pouvoir, vous dites, si vous n'arrivez pas à reconquérir l'électorat populaire. Là, la gauche, tout sec, quand on met tout bout à bout à la présidentielle, c'est 30%, législative, c'est 30% à peu près. Donc si jamais il y a ce gros trou dans notre raquette-là, je ne vois pas comment on arrive à être majoritaire dans le pays. L'une de vos explications, et ça risque de choquer votre camp, François Ruffin, c'est que, selon vous, la gauche est devenue le parti des assistés pour tous ces gens-là qui ont choisi le RN. Vous avez été marqué par les centaines de Français que vous avez croisés pendant votre campagne sur les marchés en porte-à-porte, qui vous disaient les cassos, les assistés, ceux qui ne se lèvent pas le matin, qui restent à l'appartement, qui touchent des aides pendant que nous, on n'a droit à rien, eh bien, on votera pas pour eux. La gauche n'est plus associée à la valeur travail. Vous écrivez du parti des salariés. Nous voilà le parti des assistés et c'est pour ça qu'elle gagne, Marine Le Pen. Alors c'est dans le regard des gens. Et moi, ma bagarre tous les jours sur le terrain, et si j'ai gagné, c'est parce que j'ai réussi à faire du judo avec ça. Parce que je ne suis pas en accord avec ça. Mais alors, la première chose, c'est de répondre, mais qui sont les vrais assistés? Je demande, Madame Salamé, est-ce que vous pouvez compter avec moi jusqu'au 3? 1, 2, 3, c'est 10 000 euros pour Jeff Bezos, dont l'entreprise Amazon ne paye pas d'impôts en France. C'est-à-dire qu'en 3 secondes, il vient de toucher autant que Hayat, qui était ma suppléante, accompagnante d'enfants en situation de handicap, en un an. Donc là, il y a une... Je compte jusqu'à 3, mais ça ne change pas que les gens de votre coin, de la Somme, ne croient pas à ça. Ils sont moins scandalisés par Bezos que par le fait que la gauche, c'est le parti des assistés, selon vous. Ils sont aussi scandalisés par ça. Et il y a à la fois un regard vers le bas et vers le haut. Et il y a un travail politique à faire, de redonner en permanence à regarder vers le haut. Vous savez, la difficulté politique qu'on a, c'est qu'auparavant, les lieux du capital et les lieux du travail étaient liés. C'est-à-dire qu'à Flix-Secours, dans mon coin, quand les gens ils sortaient de leur usine et qu'ils allaient leur taudis, ils voyaient les châteaux construits par les frères Saint. Aujourd'hui, les châteaux de Bernard Arnault, ils sont à New York, ils sont à Courchevel, ils sont éloignés des lieux de production. Donc là, on a un travail à faire là-dessus. L'autre point, parce que moi, je viens pour apporter des solutions, pour dire il y a des méthodes. Alors l'autre point... Ça a été ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller vers des droits universels. Voilà, alors c'est ça, et c'est là où vous m'avez fait sursauter.
Vous dites qu'il faut que la gauche arrête de parler aux communautés mais revienne à l'universel. Il faut défendre des droits pour tous, des droits sans condition, sans obligation de misère, sans formulaire à délivrer, des droits qui vaillent aussi bien et à égalité pour Katia, mère célibataire au chômage de Vignacourt, que pour Hélène, fille d'agriculteur, et même pour Bernard Arnault. Alors Ruffin qui défend les droits de Bernard Arnault, j'étais pas prête. C'est pas la première fois. C'est-à-dire que là, on a des tas de gens qui nous disent, moi, je travaille, je suis à 1500, 1600 euros, j'ai le droit à rien. Ma fille n'aura pas le droit à une bourse quand elle entrera à l'université. Parce que il faut remplir un certain nombre de critères, il faut faire la preuve de sa misère, quoi. Bon, eh bien, moi, je dis que l'histoire de la gauche, c'est pas une histoire de droits qu'on saupoudre comme ça. Ce sont des droits universels. Quand on fait l'école gratuite pour tous. On fait l'école gratuite pour les enfants de flics secours et pour les enfants de Bernard Arnault. Elle est gratuite pour tout le monde. Quand on fait la sécurité sociale, on la fait pour tout le monde. Quand on fait la retraite, on la fait pour tout le monde. Il faut revenir à l'universel. Et je pense qu'il faut revenir à des droits universels. Il y a un outil pour la justice sociale, ça s'appelle l'impôt. Donc là, Bernard Arnault n'a pas à payer l'impôt à égalité avec les enfants de flics secours, mais en revanche, pour ce qui est des droits, il faut renouer avec des droits universels. Autre point, d'autres déclarations qui risquent de hérisser votre camp, François Ruffin, sur le RSA sous condition. Vous critiquez la gauche qui est rentrée dans le piège de Macron, dites-vous, quand il a proposé, pendant la campagne, le RSA sous condition. Et vous dites, on est parti dedans, on a sauté dessus directement à pieds joints en disant, oh là là, c'est du travail forcé, c'est l'esclavage, etc. Alors que les Français sont pour le RSA sous condition. C'était une erreur ? Vous forcez un peu le trait parce que non, le débat, exactement ce que vous dites. Non, le débat n'est pas encore ouvert. Je dis, il ne faudrait pas qu'on saute à pieds joints là-dedans. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est de la responsabilité des départements et de l'État que de faire le I de insertion et faire le A de activité. Et c'est les départements et c'est l'État qui, pendant des décennies, ont préféré filer des chèques pour la survie plutôt que de mettre en place un accompagnement pour la vie. Et moi, de toute façon, je suis là pour que la valeur travail revienne à gauche. Quand j'entends des gens qui me disent « moi, je peux pas être pour la gauche parce que je suis pour le travail », je considère qu'on a un souci majeur. Et donc, en effet, je pense que tout le monde a participé à la société. Tout le monde a participé notamment au grand défi qui est le défi climatique et que chacun dans notre pays a des aptitudes pour répondre en partie à ça. C'est-à-dire que demain, si on veut des ateliers de réparation, et je les souhaite, de l'électronique, de la mécanique et ainsi de suite, partout dans le pays, eh bien, il va falloir recruter de la main-d'œuvre qui sait faire ça. Si on veut que les canalisations, elles fuient plus, il va nous falloir du travail pour ça. Si on veut réinstaller des arbres dans des endroits où il y a eu du remembrement agricole qui a érasé tout ça, il va falloir du travail là-dessus. Et donc, il y a des compétences. Mais maintenant, ce que je dis en réponse à Macron, c'est que c'est pas des petits bouts de boulot d'auto-entrepreneuriat ou sous-payés à 600 euros, c'est temps plein, salaire plein. Temps plein, salaire plein. C'est-à-dire, pour moi, 1500 euros minimum. Qui peut vivre aujourd'hui dans notre pays avec moins de 1500 François euros ? Ruffin, quelle est votre réponse aussi à Emmanuel Macron et on en vient à l'actualité sur sa réponse hier à la crise énergétique ? Il a défendu une réponse européenne à la crise, estimant que la France allait livrer du gaz à l'Allemagne et l'Allemagne allait livrer du gaz, de l'électricité aux Français. Et il a donc, pour la première fois, défendu une contribution financière exceptionnelle versée par les entreprises énergétiques qui font, dit-il, des profits indus. Ce ne sera pas une taxe sur les super profits, mais une contribution européenne de Total, d'Engie, qui sera ensuite reversée aux États membres. Saluez-vous cette prise de position du président de la République ? Non. Non, sans surprise. Je veux dire, quand il s'agit de faire cesser l'impôt de solidarité sur la fortune, quand il s'agit de supprimer les contrats aidés, quand il s'agit de nous confiner, Emmanuel Macron n'en appelle pas à l'Europe en disant il faut qu'on se mette tous d'accord pour ça. Oh, sur les vaccins, il en a appelé à l'Europe. Non, il n'a pas attendu pour prendre des décisions du jour au lendemain, pour rendre par exemple le vaccin obligatoire, il n'a pas attendu qu'il y ait des décisions européennes. Là, quand il s'agit d'aller taxer les hyper-profits Total, on nous dit il faut attendre que tous les pays européens se mettent d'accord. J'en vois pas les nécessités. L'Italie l'a fait sans accord européen, l'Espagne l'a fait sans accord européen. Ensuite, se dire que l'injustice qu'il y a là, c'est pas une injustice strictement sur Total. D'abord, il y a d'autres entreprises, des porte-containers et ainsi de suite, qui font encore plus de profit que Total dans la crise actuelle. Et ensuite, par exemple, sur la crise Covid, il n'y a eu aucun moment où on a fait une taxe sur les profiteurs de crise. Alors que là, il y avait les assurances qui faisaient des profits, il y avait évidemment les sociétés du numérique. Donc, la question est celle suffisant pour vous. La question est celle de la justice fiscale dans la durée. Et il est évident qu'Emmanuel Macron est l'homme de l'injustice fiscale aujourd'hui. Dernière question, l'entraîneur du PSG, Fabien Galtier, qui ironise sur la question de savoir pourquoi ils ont pris un jet privé pour faire Paris-Nantes au lieu du train. Vous en pensez quoi ? Moi, je serais partisan de la contrainte, mais de la contrainte démocratiquement organisée.
C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de jets privés qui font Paris-Nantes. On l'a interdit, et j'y étais pour quelque chose, sur les vols où on disait que voilà, s'il y avait une alternative avec plus de 2h30 de train, eh ben, on devait prendre le train. Là, les joueurs du PSG, quand on habite à Paris, on a tous les trains qu'on veut à la gare Montparnasse, à la gare du Nord, à la gare de l'Est, à la gare d'Austerlitz, on prend le train. Et vous savez, c'est même une nécessité de ramener les élites, pas seulement les élites footballistiques, mais les élites économiques, les élites politiques, les pieds sur terre. Et dans le train. François Ruffin, je vous écris du Front de la Somme, nouveau livre, Les liens qui libèrent. Merci et belle journée. Merci Léa, il est 7h58.